Écoutez, je vais tenter de la faire courte. Mes premiers amis, à part les gens de mon quartier, ont été les films. Les questions que je me posais dans la vie ont été écoutées, entendues et répondues par des acteurs, des films et puis plus tard des livres. J'étais à deux doigts de tomber dans la voyoucratie et j'allais voir des films sur les grands boulevards quand j'avais 15 ans et je suis tombé sur 2-3 films clés qui m'ont donné envie de passer un examen au cours Florent en classe libre. Donc j'ai passé un examen devant ce monsieur il y a maintenant 30 ans. Et comme je n'avais jamais lu aucun livre, je suis arrivé avec une scène du Parrain. Il m'a laissé la passer. Et comme il parlait pendant que je passais pour me déconcentrer, j'ai sorti mon flingue, j'ai tiré 2 balles dans le parterre et j'ai été reçu en classe libre. C'est vrai, Francis ? Comme ça. Formidable. Donc mon parcours a commencé comme ça. Alors faut expliquer peut-être ce que c'est que la classe libre du cours Florent. La classe libre, c'est 1200 personnes qui passent l'examen et ils en prennent 12 et ces 12-là sont considérés comme l'élite de l'école. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ils passent des castings, ils ne payent plus leur scolarité et ils sont considérés comme le noyau positif de l'école. Voilà, en fait, c'est une idée que vous aviez eue, Francis, de proposer à Monsieur Florent le fait de dire que les frais de scolarité étaient un souci pour des personnes de grand talent et qu'il ne fallait pas passer à côté de ces artistes, qu'il fallait essayer de les avoir quand même en cours. Voilà. Et donc, pour financer les études de ces personnes, eh bien, c'est les 1200 personnes qui payent 75 €, je crois. Ma fille a passé le concours cette année, 75 €. Et ça finance... Non, mais c'est le hasard, mais donc je connais bien le sujet. Et ça finance donc le fait que de la scolarité des 12 personnes. Oui. Donc, vous n'avez pas payé votre cours Florent. Je n'ai pas payé mon cours Florent. Maintenant, vous avez de quoi le rembourser ? Je ne suis pas sûr. Voilà, j'ai fait 10 ans d'acteur. Ça m'a un peu fatigué d'attendre le désir des autres. Donc j'ai pris mon destin en main. J'ai fait un premier film qui s'appelle L'Envol, qui racontait ma vie. Et je l'ai pris dans son propre rôle. Et ce premier film a eu le prix de la mise en scène à Sundance, remis par Robert Redford. Et après, le prix de la mise en scène à Moscou. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Je vous raconte tout ça, non pas pour raconter ma vie, parce que c'est pas forcément plus intéressant, mais tout ça pour vous dire que la culture, les livres, les acteurs, les auteurs, les personnages, entre guillemets, ont sauvé ma route et même peut-être ma vie. Et aujourd'hui, en avançant, en faisant des films, en faisant des pièces, et pourquoi Nice n'est pas un hasard, j'ai eu la chance, il y a 30 ans, d'avoir une scène dans un film avec Robert De Niro qui s'appelait Ronin, j'étais encore acteur, et c'était à Villefranche-sur-Mer. Et Robert De Niro, à cette époque-là, était en train de préparer son premier film qui s'appelait « Il était une fois le Bronx ». Et « Il était une fois le Bronx », j'adorais cette histoire parce que c'était un peu mon histoire, comme c'est l'histoire de plein de jeunes qui doivent habiter dans le monde entier aujourd'hui. C'est l'histoire d'un môme qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie et qui a un père chauffeur de bus qui gagne le SMIG et qui se colle au parterre. Et de l'autre côté de la rue, il y a des voyous qui sentent bon, qui ont des belles voitures, qui sont avec des femmes sublimes. Et ils se demandent si c'est mieux d'être un honnête homme ou si c'est mieux d'être un gangster et d'avoir de l'aura. Voilà. Et Robert De Niro, après cette journée où j'ai un peu insisté, 2 ans et demi après, a fini par me donner les droits de cette pièce de théâtre qui était son premier film et dont il a les droits. Et j'ai demandé à Francis Huster de jouer ce personnage. Et notre collaboration artistique, théâtrale, a commencé comme ça. Donc elle a commencé à Nice, puisque j'ai rencontré Robert De Niro là. Et après, j'ai demandé à mon professeur, entre guillemets, de devenir mon acteur. Tout ça pour vous raconter un petit peu qu'en 3, 4, 5 pièces ensemble, grâce à Guillaume Andreu, mon attaché de presse, et Julien Oexle, notre administrateur, qui est là aussi, on a décidé d'aller vers des destins au bord du précipice. Donc il y a eu Bronx, il y a eu Anne Frank, il y a eu Einstein, il y a eu l'affrontement, il y a maintenant Stefan Zweig. On est allé vers des personnages qui se battent avec leur destin, qui prennent leur vie, qui les tordent, qui les remuent dans tous les sens et qui décident d'avoir le courage de ne pas vivre à côté d'eux, mais de vivre avec ce qu'ils sont, d'accepter ce qu'ils sont. Et envers et contre tout, puisque souvent ça a été des pièces comme Anne Frank ou comme Le joueur d'échecs, très dramatiques, très littéraires, très dans une époque qu'on n'a pas forcément envie de ressentir à nouveau ou de retraverser même en tant que spectateur. Ces pièces-là ont été des succès à Paris,
ont été des succès en province, ont été des succès en Europe, ont été des succès dans le monde entier. Et je pense qu'on a dépassé 1 million et demi de spectateurs au théâtre en 3 ans avec 8 pièces. C'est la chance, c'est le ciel, c'est l'envie, c'est le courage, c'est la volonté. Et quand par le biais et grâce à Virginie Atlan, on a pu rencontrer Christian Estrosi, qui tout d'un coup a eu envie de cette énergie et a eu le courage de nous dire « mais vous cherchez un lieu à Paris, mais pourquoi pas Nice ?» On a sauté sur l'occasion parce que tout d'un coup, on s'est dit que c'était formidable d'aller quelque part et de refaire ce qu'a fait Francis pendant des années, ou ce qu'a fait plus Jean Vilar encore pendant longtemps, ou Peter Brook, qui ont été, comme Francis Huster, des personnalités qui ont donné leur vie au théâtre, à la transmission, de se dire que avec des comédiens professionnels, avec des comédiens débutants, avec des gens qui étaient peut-être menuisiers, mécaniciens ou boulangers à Aix-en-Provence ou à Nice, monter une troupe avec 60 membres qui travailleraient à nos côtés avec des professeurs, avec des interlocuteurs niçois, parisiens ou d'ailleurs, qui pendant 3 mois travailleraient sur des textes qui seraient les 3 ou 4 pièces qu'on monterait après pour faire le tour de la métropole, pour aller pourquoi pas à Paris, pour faire le tour du monde entier avec l'UFE comme on fait déjà avec Amok, et tout d'un coup aller tenter de monter une troupe de France avec du rêve, avec le fait de se dire que peut-être certains, en envoyant une audition sur un site à partir de septembre, de 3 minutes, pour dire qui ils sont, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont jamais osé dire, peut-être à leurs parents, peut-être à leurs conjoints, peut-être même à eux-mêmes, de se dire que tout d'un coup, il y avait peut-être une porte en eux, dans leur cœur, qu'ils n'avaient jamais osé ouvrir, et qu'avec une vidéo de 3 minutes, ils allaient peut-être l'ouvrir, et qu'ils allaient peut-être se retrouver devant un acteur comme ça, comme Francis Huster, à jouer dans le CID, dans la Mégère apprivoisée, de donner le relais à un autre acteur en alternance, et tout d'un coup, je pense que cette humanité, ce besoin de transmettre, cette énergie, cette envie de passer par la culture et de se dire que peut-être qu'un môme de 15-16 ans, il est là et il regarde aujourd'hui une désinformation totale et il se dit que finalement le mec qui se fait exploser ou le mec qui part en vrille, ça devient un héros parce qu'on a sa photo partout et que son rêve à lui, il peut pas être compris parce qu'il est tellement énorme. Pourquoi pas passer par la culture, pourquoi pas passer par quelque chose d'émotionnel pour être compris et se dire que ce garçon ou cette fille, même avec un accent, même avec des défauts, même avec une énorme maladresse, pourrait dire un monologue de 4 lignes, pourrait avoir des larmes qui lui montent, pourrait avoir ses parents qui redécouvrent une phase de son enfant qu'il ne connaît pas. Et tout d'un coup, tout ça, ça prend du sens, ça prend de l'écho. Donc bien sûr qu'on a envie de faire ça avec les gens qui sont en place à Nice, bien sûr qu'on a envie de partager ça, bien sûr qu'on a envie de jumeler ça. Et tout d'un coup, en étant, il y a 3 jours, au Théâtre de Verdure, une chose un peu inconsciente, le lendemain du Festival de Cannes, le soir des Molières, un lundi soir, une fois que les gens ont été éclaboussés par toutes les activités qu'il aurait pu avoir pendant ce mois de mai. On est arrivé au Théâtre de Verdure et on a vu 800 personnes arriver. Et au tout dernier moment, on a vu 72 étudiants acheter leur place entre 19h30 et 20h30. Et Francis Huster est monté sur scène pour la première fois alors qu'il va se balader dans le monde entier avec cette pièce. Il a joué Amok, cette histoire d'amour. Et à la fin, alors qu'il n'y a pas eu un bruit dans la salle pendant ces 1h22, il y a eu une ovation pendant 5-7 minutes. Il y avait un public qui allait de 15 à 90 ans sous les étoiles. Des gens émus qui voulaient parler avec lui, qui l'ont attendu, qui sont restés une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et comme disait M. Estrosi tout à l'heure, tout d'un coup, là, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de race, il n'y avait plus d'affrontement, il n'y avait plus de comparaison, il y avait un rassemblement. Et que je pense que de tenter cette aventure avec des partenaires, avec des gens qui ont envie, et de tout d'un coup d'aller vers l'avant et de se dire que peut-être un théâtre, une salle de concert, un cinéma, c'est le seul endroit au monde où des gens qui ne se connaissent pas peuvent être collés les uns aux autres, peuvent passer du rire aux larmes en se donnant la main, en se regardant et en se découvrant, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un en face d'eux qui leur exprime et qui leur dit avec la plus grande sincérité du monde que la seule façon de combattre le mal, c'est d'aller dans le bien. Voilà. Merci Steve.
Moi, j'ai une dernière question. Comment on fait pour vendre un produit français à l'international? Puisque tout ça, ça fait rayonner le territoire. Bien sûr, demain, la troupe de Nice qui se balade à l'international, ça va être sympa. J'ai la chance de travailler depuis quelques années avec Francis. Et donc, les tournées ont été tellement fructueuses, puisque c'est des 80 sans date. Et contrairement aux acteurs de cinéma, ou contrairement aux acteurs qui se la pètent, plus il joue, plus il est heureux. Donc il y a une fidélité par rapport aux programmateurs, par rapport aux directeurs de salle, par rapport aux gens à l'étranger, qui est voilà. Et puis il est un peu le dernier des Mohicans là-dessus. Il est la figure théâtrale par excellence. Donc aujourd'hui on travaille avec l'UFE, qui a trouvé des partenaires tels la Banque Transatlantique ou tels des partenaires comme ça qui font entre guillemets du placement de produits, c'est-à-dire qu'on peut aller dans une douzaine de pays où il y a des francophones comme les comiques l'ont fait avec Londres, avec le Canada, avec Lisbonne, avec l'Espagne, et tout d'un coup ces gens-là achètent par dizaines de places pour leurs meilleurs clients, pour leurs clients privilégiés, et à 80% ils privatisent la salle. Là, au mois de juillet, on va faire une croisière sur les croisières de France, c'est-à-dire qu'on va faire toute l'Italie, où il va jouer à Mock. On va faire des conférences et des masterclass sur la confiance en soi, sur la vocation, sur l'idée d'aller vers son destin, l'idée d'avoir de l'estime de soi. Et normalement, l'année prochaine, on devrait faire le Queen Mary, qui part du Havre jusqu'à New York, où on leur a demandé de prendre 5 spectacles, donc éventuellement les 3 spectacles qu'on aura montés avec la troupe, un spectacle musical et pourquoi pas un spectacle qui existe déjà à Nice, où on jumellera tout ça pour amener toute cette énergie et faire qu'au bout d'un moment, tout d'un coup, on se retrouvera peut-être comme à l'opéra, c'est-à-dire qu'on aura joué et dans les pays francophones et dans les autres pays, et que pour rassembler tout ce monde-là, il y aura des écrans de chaque côté, avec de l'anglais et la langue locale, plus joué en français, et on partagera ça avec le monde entier. Il y aura l'application. Il y aura toutes ces applications dont je ne comprends rien et dont je vois tous ces gens brillants défiler depuis ce matin. Non mais j'ai vu, ça existe. Non, moi je suis très ému. Il y a une oreillette, une innovation que j'ai vue, que j'ai vu fonctionner, qui traduit en simultané dans l'oreille, dans la langue choisie, tout ce que tu racontes actuellement. Oui, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis, évidemment, c'est un acteur, donc tu... Non, tu joues pas. Pour moi, les grands acteurs, et pour moi, le travail que j'ai fait avec lui, justement, quand on voit quelqu'un comme Clint Eastwood, par exemple, il y a 35 ans, où on se dit il y avait son brushing et la longueur de son flingue avec le silencieux. Clint Eastwood, aujourd'hui, est une des plus grandes stars du monde. Pourquoi ? Et lui est un grand acteur. Pourquoi ? Par rapport à tous les gens avec lesquels il a été au conservatoire, comme Spiesser, comme Weber, comme Balmer, c'est qu'il a reconsidéré son jeu. Tout comme les acteurs américains ont reconsidéré leur jeu. Et aujourd'hui, on est tellement en quête de vérité, on a tellement besoin de sincérité, on n'a pas besoin d'un esprit brillant, on a besoin d'un cœur qui écoute. Et donc, aujourd'hui, on ne peut avoir ça qu'avec un acteur qui fait ce qu'on n'a pas le courage de faire dans la vie. C'est-à-dire qui monte sur scène et qui dit « Je ne vais pas jouer. Je vais poser mes bras le long du corps, je vais mettre mon cœur en avant, je vais ouvrir tout ce que je peux pour être perceptible, ne serait-ce que par le sens de mes phrases et pas par la langue, au maximum de gens, et je vais être. » Et aujourd'hui, je pense que jouer, c'est très différent d'il y a 30 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Comédie Française et ailleurs, on a des Pierre Ninet, on a des Laurent Lafitte, on a des Guillaume Gallienne qui, justement, ne jouent plus. Ils ressentent. Et donc, le travail qu'il fait aujourd'hui sur Amok, qui est incroyable par rapport au fait, quand il jouait Lorenzaccio il y a 30 ans, et c'est en ça qu'il évolue et que c'est un acteur moderne, c'est qu'aujourd'hui, il est pris par l'émotion et plus rien ne compte. Et je pense que nous, en tant que spectateurs, on a besoin de ça. Donc au contraire, je pense que plus on a la force d'être et plus on passe pas à côté de sa vie. Donc là, Steve, tout le public, tout le monde est pris par l'émotion. Et nous, Virginie et moi, on a eu une exclusivité, c'est qu'on a vu l'émotion de Francis qui vous regardait. Ouais. Et il n'y a que nous qui l'avons vu. Et ça, c'était très beau. Il y a beaucoup d'admiration, on trouve, c'est beau, il y a de l'émotion qui passe. Ouais. Mais on voudrait maintenant, bien sûr, accueillir Francis, et l'émotion, on veut la vivre aussi avec Francis. Merci Steve, merci beaucoup.